À y regarder d'un peu plus près, vous êtes surtout un ancien trotskiste avant d'être devenu socialiste, un philosophe, ça c'est votre formation, et un passionné de politique. Vous avez côtoyé les plus grands noms du Parti socialiste et vous avez toujours trouvé votre place dans chaque nouvelle direction. Mitterrandien, vous avez été sous Mitterrand, avant de devenir emmanueliste sous Emmanueli et jospiniste sous Lionel Jospin. Résultat, politiquement, vous avez grandi très rapidement. D'abord adjoint au maire de Massy, puis sénateur de l'Essonne à 35 ans seulement, député européen après avoir été nommé ministre. Attention, pas secrétaire d'État, ça, vous avez refusé et vous avez dû patienter 3 longues années pour devenir ministre délégué à l'enseignement professionnel. Vous savez, je le connais bien, Mélenchon. C'est un grand carriériste, ça. Il est socialiste, il le demeure. Il a considéré que le Parti socialiste lui donnait pas ce qu'il souhaitait. Il a été brossé les pompes à Jospin pour avoir un petit secrétariat d'État à la formation, dans lequel il disait toujours les propositions des communistes, c'est de la merde. Et je vous le recommande, le discours de Mélenchon au Sénat, où il explique qu'il faut voter Maastricht, parce que ça va être une nation européenne. Oui. Si le oui donc l'emporte, eh bien là aussi nous irons dans un monde nouveau, il ne faut pas se le cacher. Et moi je vous dis comme socialiste, qui ne suis pas totalement satisfait du texte du traité de Maastricht, que tout commence, tout reste à faire, mais avec des bases solides. Et aujourd'hui, si vous l'entendez, à bas Maastricht, à bas l'Europe. Bon, alors pas Mélenchon. Alors fait les discours. Bon, alors qui comme Mitterrand. Ouais. C'est en fait Mitterrand, il a cassé le Parti communiste. Il avait expliqué qu'en signant le programme commun, il allait prendre 3 millions de voix aux communistes. Mélenchon, et il les a fait. Mais là, Mélenchon voudrait terminer. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Plus jeune sénateur de France en 86. Oui. Oui, parce que jusqu'à 74, il fallait avoir 40 ans pour être élu. Ah. Et alors ça a changé, c'est passé à 35. Grâce à Giscard. J'ai été élu pile poil 35 ans à moi. Et avant, vous avez été trotskiste avant. Oui. Ce qu'on reproche aussi, c'est ce qu'on appelle les Lambertistes, c'est-à-dire ces gens qui sont autour de Pierre Boussel, alias Lambert, ouais, et qui ont infiltré un petit peu tous les rouages de la République. Mais non, écoutez, mais c'est du cinéma, tout ça. À chaque génération, vous avez, j'ai pas peur des mots, une élite humaine. C'est les gens qui s'engagent. Vous restez un professionnel de la politique, un homme qui a passé 32 ans au Parti socialiste. Vous aurez beau agiter une 6e République, convoquer une France insoumise, bougonner, vociférer, vous aurez toujours du mal à incarner ce pour qui et ce pourquoi vous vous battez. Vous avez la colère sur commande ou c'est éruptif et incontrôlable? Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, ne jouons pas la comédie. Va te faire voir. On s'est toujours tutoyé, s'il n'a pas envie qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. Désolé, Daniel Cohn-Bendit, peut-être pour une autre fois. J'en dormirai très bien. Parce que vous vous tutoyez d'habitude. Mais bien sûr. Depuis toujours. Parce que tu dis, il faut parler sérieusement. Mais moi, je suis pas... Quand je te parle du modem, mais écoute-moi, tu peux pas être d'accord avec un truc pareil, c'est du libéralisme. Mais Jean-Luc... Est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Va te faire voir. Je soutiens la révolution libyenne. Alors la bonne idée concernant l'intervention de l'ONU, c'est une résolution commune qui est partie du Parlement européen, qui a impliqué le groupe social-démocrate européen, une partie du groupe GUE dans lequel je siège, le groupe des Verts, et voilà, c'est ça cette résolution. C'est à elle qu'il faut dire merci. Alors nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la Libye. Nous répondons à un mandat des Nations Unies qui nous enjoint, à nous qui en avons les moyens, d'intervenir militairement pour aider la révolution libyenne. Vous dites, nous sommes fascinés par le droit d'ingérence, mais c'est une stupidité géopolitique dont on ne cesse de découvrir l'ampleur. Or, un mois avant sur Public Sénat, vous apportiez votre soutien au bombardement russe. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Ah bon? Il fait quoi là en Syrie? Je pense qu'il va régler le problème. Tout le monde sait qu'aucune victoire militaire n'est possible par des bombardements. Demandez-le à des militaires, ils vous le diront. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Aucune victoire militaire n'est possible par des bombardements. Je pense qu'il va régler le problème.
Il existe une façon pour une société d'acquérir, d'acheter des amis pour Facebook ou pour Twitter. Et le chiffre du jour, c'est 15 euros, c'est ça? Oui, 15 euros. 15 euros, c'est le prix proposé par une petite société Easy Service basée à Montpellier pour s'acheter une popularité sur Twitter. Alors avec 15 euros, qu'est-ce que vous pouvez vous acheter? 100 likes sur Facebook, 500 pseudo-comptes sur Twitter et 500 followers sur Instagram. Ça paraît énorme. Ouais, complètement, ouais. Et alors, cette PME française, comment fait-elle? Comme beaucoup d'autres spécialisés dans ce domaine, elle se fournit auprès de ce qu'on appelle des fermes de comptes installées en Inde ou aux États-Unis. Alors, si vous allez sur ces fameux comptes Twitter et que vous défilez les profils et que vous voyez qu'il n'y a aucune photo, en général, c'est assez louche. Mais au fil du temps, les techniques se sont sophistiquées. Ces fermes utilisent carrément des sortes de robots avec des algorithmes très puissants et qui permettent donc de créer des profils plus vrais que nature. Alors, qui sont les utilisateurs de ces audiences fictives, d'une certaine façon? Alors, pour une célébrité aujourd'hui, il est inimaginable de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Et pire, d'être présent sans être populaire. Et démarrer de zéro, sans rien du tout, ça devient vraiment très difficile. Le trafic de faux amis, c'est carrément industrialisé, mais de façon tout à fait légale. Et parmi les utilisateurs, c'est sans doute les hommes politiques qui sont les plus friands de cette méthode. Et alors Challenge révèle cette semaine que Jean-Luc Mélenchon est l'homme politique qui a le plus recours à cette méthode, avec sur son compte Twitter, tenez-vous bien, plus de 70% de faux comptes. Il est suivi par NKM dans notre classement. 37% du compte du président de la République François Hollande est constitué de faux amis. Sarkozy est devant avec 47%. Et alors dans les partis politiques, c'est Europe Écologie Les Verts qui a le plus recours à cette méthode, quand même un peu limite. C'est incroyable, oui. À Strasbourg, les eurodéputés français détiennent un record pas vraiment glorieux. Ce record, c'est celui de l'étourderie ou de la maladresse au moment de voter. L'œil du 20h va vous expliquer. À midi, quand la cloche retentit au Parlement de Strasbourg, ce n'est pas pour la cantine, mais pour appeler les députés à voter. Chaque amendement ou résolution est désigné par un numéro. L'article 6, paragraphe 9. Attention, c'est un peu technique. En deux parties, première partie par appel nominal, le vote est ouvert. La session dure 2 heures, mieux vaut donc rester concentré et lâcher son journal ou son téléphone portable. N'est-ce pas, monsieur Mélenchon? Pour ne pas se tromper, les eurodéputés ont leurs anti-sèches, une liste de consignes de vote préparées avec leur équipe, plus on vote pour, moins on vote contre. Et si ce n'est pas clair, il suffit de regarder son coordinateur de groupe. Un pouce en l'air, on vote pour, un pouce en bas, vous avez compris la musique. Alors, impossible de se tromper? Eh bien, pas vraiment. Juillet 2015, le Parlement européen vote un texte faisant la promotion du consommé local et du recyclage. Sur le banc du Front National, c'est Marine Le Pen qui coordonne les votes de son groupe. Et pourtant, ce jour-là, les élus du FN vont beaucoup se tromper. La preuve, en épluchant le procès-verbal de séance, nous avons comptabilisé 736 demandes de correction de vote. Autrement dit, 736 erreurs. Sur un seul texte, c'est du jamais vu à Strasbourg. Alors d'où vient le problème? Pas des élus selon le Front National, mais d'un assistant parlementaire qui aurait mal préparé la liste des consignes de vote. Les élus du Front National ne sont pas les seuls à se tromper. Selon les statistiques du Parlement, entre juillet 2014 et octobre 2015, voilà les 4 eurodéputés qui ont le plus corrigé leur vote. Médaille de bronze, Brice Hortefeux et ses 90 corrections de vote. Médaille d'argent, l'élu portugaise Claudia Monteiro. Médaille d'or, Jean-Luc Mélenchon du Front de Gauche. Et Dominique Bilde du Front National ex-aequo avec 108 corrections de vote. Et parfois, ça donne des situations assez cocasses. Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon assure avoir voté contre une résolution sur l'emploi des jeunes. Il l'a trouvé trop libérale. Mais quand on se penche sur le PV de séance, qu'a voté Jean-Luc Mélenchon? Il a voté pour. Et a ensuite corrigé pour voter contre. Est-ce que vous n'auriez pas pu signaler sur votre blog qu'en réalité, vous étiez trompé? Je vous remercie parce que vous avez accompli une chose qui me paraît très importante, c'est signaler l'importance pour un élu de rendre compte de ses votes. Je fais de tous mes votes. Et si j'ai commis une erreur, je vous rends grâce de l'avoir noté. Mais en corrigeant son vote, Jean-Luc Mélenchon a-t-il réparé son erreur? Eh bien non. Le règlement du Parlement est formel, la correction n'est que de pure forme, seul le premier vote compte. Le résultat du vote n'est en rien modifié. Avec plus de 1750 corrections de vote entre 2014 et 2015, les députés européens français sont ceux qui utilisent le plus ce joker, qui n'en est pas vraiment un. En réalité, pour bien voter une seule solution, il ne faut pas se tromper.
défendre une mesure du programme, et ce serait un plan B pour l'Europe et pour la France. Je défends cette mesure parce qu'elle me semble absolument essentielle pour que notre force politique ne se retrouve pas dans la situation de Tsipras et de son gouvernement à devoir trahir son programme et son idéal. Et pour ça, il me semble que face à l'oligarchie européenne, face aux puissances de l'argent, il nous faut envisager plusieurs scénarios. Il y a les négociations d'abord, mais si les négociations ne marchent pas, il nous faut envisager la rupture. La rupture avec les traités européens. Diplomatie. L'urgence démocratique, elle passe aussi, selon Mélenchon, par l'Europe. Selon lui, elle est décomposée et elle attaque la démocratie. Elle oppose entre eux les salariés des pays membres en refusant toute harmonisation sociale et fiscale. Il est nécessaire pour la France de reconquérir son indépendance. Et cette Europe-là, soit on la change, plan A, soit on la quitte, plan B. La seule qui vaut quelque chose, c'est d'avoir un plan B. S'il ne cède pas sur le plan A, alors nous passons au plan B. Qu'est-ce que le plan B? Qu'est-ce que le plan B? Le plan B, c'est le plan que je viens de présenter comme plan A. Si les autres n'en veulent pas, alors nous le faisons quand même. On propose aussi un plan B, c'est-à-dire l'idée que dans l'hypothèse où ces renégociations ne seraient pas possibles, et pour nous, le fait d'avoir ce plan B est une garantie que le plan A puisse aller jusqu'à son terme, parce que si vous rentrez dans une négociation avec des partenaires européens, mais quoi qu'il arrive, vous n'avez pas d'autre solution que ce que la personne en face de vous va vous proposer, et bien, clairement, le résultat de la négociation, vous le connaissez. C'est que c'est lui qui vous dira ce que vous avez à faire, parce que de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution. Donc c'est pour ça qu'on propose un plan B. Un plan B, c'est une sortie concertée de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire... Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Vous voulez, lors de votre élection, créer un rapport de force avec les Allemands pour renégocier les traités européens. Dans la création de ce rapport de force, envisagez-vous de sortir de l'euro ou est-ce que vous excluez, quoi qu'il arrive, de sortir de l'euro? Tout ça, ce sont des formules tout à fait excessives. Je suis en faveur de la sortie de l'Union européenne, voilà, vu que je suis en faveur donc, des propos de Mélenchon. Et nous, on est nés avec, et ça a l'air d'être un truc important qu'il faut surtout pas risquer de quitter. Il faut pas voir la candidature de Mélenchon comme ça. Franchement, pas le moment que l'Europe parte en quenouille et soit désunie. Et donc c'est ça l'intention et le but, et que l'enjeu est tel qu'on ne peut pas se permettre de dire simplement, bah, écoutez, on a des propositions à faire, mais bah, si ça peut pas avancer parce qu'il y a trop de divergences, bon bah on attendra quoi? On attendra que l'Europe ait explosé. Donc nous dirons très clairement, de toute façon, à la fin du processus, la France ne sera plus dans ces traités-là. Ce qui ne veut pas dire forcément, d'ailleurs, qu'elle sera hors de l'Union européenne. Je crois que quand on est partenaire, on se parle franchement et il y a moyen de régler les problèmes. Si on ne peut pas, bon, on s'en ira. Mais j'aimerais bien qu'on n'ait pas à le faire. Mais on s'en ira. Nous ne resterons pas dans l'application actuelle des traités. Et donc, si vous refusez la négociation, eh bien la première étape, c'est que la France, éventuellement d'ailleurs sans sortir, désobéira unilatéralement des traités, et des premières mesures immédiates, par exemple sur le contrôle des mouvements de capitaux, acteront la désobéissance aux traités européens, à charge pour nos partenaires d'avoir le choix entre démolir eux-mêmes l'Union européenne en nous mettant dehors, ou accepter enfin qu'on discute vraiment de cette refondation. Et donc cette refondation, soit elle aura lieu, soit il y aura effectivement un éclatement de l'Union européenne. Vous proposerez, Jean-Luc Mélenchon, de sortir des traités européens. Vous n'êtes pas clair. Ben, je crois qu'il n'y a que pour vous que je ne suis pas clair, ma petite dame. Non. Parce que figurez-vous, ce que je dis est un petit peu pour moi aussi. parfaitement clair. Alors vous avez le choix. Ou on s'arrange pour une autre politique européenne. Ou quoi? Ah bah voilà. Ciao. Ça veut dire quoi, ciao? Du chantage. Ça veut dire quoi? Non, allez au bout. Ça veut dire quoi, ciao? Mais vous avez compris. Non. Monsieur Mélenchon, je voudrais savoir... Non, madame Salamé, c'est toujours la même affaire. Mais c'est fou quand même. Est-ce que vous sortiriez de l'euro, oui ou non, si vous êtes président? Pourquoi vous ne répondez pas à cette question? Mais oui, mais comment je peux vous le dire plus clairement? Oui, c'est oui, écoutez-moi, on sortira de l'euro. Non. Quand vous dites, madame Le Pen... La discussion est terminée sur ce sujet. Quels sont les résultats? Aucun. Par conséquent, la méthode ne valait rien. La seule qui vaut quelque chose, c'est d'avoir un plan B. S'il ne cède pas sur le plan A, alors nous passons au plan B. Qu'est-ce que le plan B? Qu'est-ce que le plan B? Le plan B, c'est le plan que je viens de présenter comme plan A. Si les autres n'en veulent pas, alors nous le faisons quand même entre ceux qui sont d'accord. Le plan B, c'est le plan A maintenu. Vous sortiriez de l'euro, oui ou non, si vous êtes président? Pourquoi vous ne répondez pas à cette question? Mais oui, mais comment je peux vous le dire plus clairement? Oui, c'est oui, écoutez-moi, on sortira de l'euro. Non. Quand vous dites, madame Le Pen... Dans les traités européens, il n'y avait pas de clause de sortie jusqu'au traité de Lisbonne, ce qui est au niveau du droit international strictement interdit.
Et c'était voulu. Mais ils se sont dit quand même, si jamais il y a un problème, on sera retoqué et on nous dira les traités ne sont pas bons. Donc ils ont introduit dans le traité de Lisbonne cet article 50, qui là est maintenant dedans. Donc il fait 13 articles, 13 lignes à peu près, et il est expliqué que chaque État de l'Union économique peut, s'il le souhaite, sortir de l'Union conformément à ses principes constitutionnels. Voilà, et ça existe. Donc partant de ce truc-là, le reste, tout ça, c'est des thèses et des machins. Comment c'est exposé dans le temps public actuellement, c'est l'Europe, ce qui est un peu impropre, c'est l'Union économique et monétaire, on la change ou on la quitte. Et maintenant, c'est sortir des traités européens. C'est ça qui nous intéresse politiquement. Juridiquement, actuellement, ce n'est pas possible. Alors, je vais t'interrompre parce que juste pour dire, l'objet de ces présentations, c'est d'entrer un peu dans la théorie, de démocratiser les débats qui ont lieu actuellement dans la sphère universitaire, académique, et pour savoir aussi ce vers quoi on peut tendre si on sort des traités européens. Ça veut dire que potentiellement on sort de l'euro. Qu'est-ce qu'on propose? Et donc, par exemple, une monnaie commune, ça peut être une proposition majeure pour un nouveau système monétaire européen. La France, comme je l'ai dit au début de ma présentation, c'est quand même un sacré pays au sein de l'Union européenne. Non, mais on peut leur proposer des choses. Dans l'ordre, c'est bien ça qui est proposé politiquement. La changer, on la quitte. Moi, j'ai une tentative. Il faut la quitter pour la changer. Non, mais c'est une tentative. Si ça marche bien, ça marche pas. Ça marche pas, c'est autre chose. Ouais, mais donc ça peut pas marcher. Confère ce que les gens de Saint-Jacques Général, on lui proposera la question. Mais en soi, je pense qu'on... C'est la réalité des textes et des traités et du droit européen et de la Cour de justice. Non, t'inquiète. Alors, on est tout à fait d'accord. Je te propose qu'on soit encore plus d'accord autour d'un petit verre. Et demain, on a une clôture politique pour être extrêmement pointu sur ces questions. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon appétit. Je ne comprends pas pourquoi vous snobez le petit journal de Canal+, en barrant l'accès de ses équipes à vos meetings ou à vos réunions de campagne. Mais c'est faux. Je suis désolé de vous décevoir. Mais ils ont tous les droits, comme tout le monde, ils font ce qu'ils veulent. On les a vus refouler, enfin, on a vu sur des images, on les a vus refouler. On a vu sur des images, monsieur Cohen. Il faut décrypter les images. Nous aussi, on va décrypter les images d'hier, car au bout d'un moment, on en a un peu marre d'entendre des conneries. Voici Salia Braclia. Bonsoir Salia. C'est journaliste au Petit Journal, donc on se connaît un peu quand même, oui, puisqu'on se voit quasiment tous les jours, presque tous les jours, d'ailleurs tous les jours. Est-ce que tu peux me montrer ta carte de presse, s'il te plaît? Oui. Merci. Avant de parler sur ce plateau, je te remercie. Salia suit régulièrement les déplacements et les meetings du Front de Gauche. Sur France 5 hier soir et dans l'IB, le 7 février, Jean-Luc Mélenchon frappe, et notamment sur le Petit Journal, et dit, lors d'une rencontre du Front de Gauche fin août à Grenoble, tu aurais, je cite, Jean-Luc Mélenchon, remballé le matériel avant que le meeting ne commence. Tu aurais donc remballé le matériel avant que le meeting ne commence, Salia? Non, c'est faux. Je suis restée 2 jours à Grenoble et j'ai filmé l'intégralité du meeting. Je crois que tu as des et preuves. D'ailleurs, les cassettes sont là. Elles sont à dispo pour le Front de Gauche et je crois qu'on a les images. On va pas regarder tout le meeting. Donc c'était le meeting de Grenoble en août. Il dit qu'on n'y a pas assisté. Voilà, on a accéléré et c'est bien toi qui les as filmés, c'est ça? Donc c'est faux. Oui, c'est faux. Bon. Il dit aussi, et c'est grave, que l'équipe du Petit Journal pratique le racisme social. Écoutons-le. Une chose que je ne peux pas admettre, c'est que ce jour-là, au moment où j'allais parler, mes amis leur disent « Mais vous partez, il va parler. » On n'est pas là pour ça, on est venu faire les moches. Les moches? Qu'est-ce que c'est les moches? Les moches, c'est ceux à qui il manque des dents, ceux qui ont du scotch sur les lunettes, ceux à qui il manque des cheveux. On leur a dit « Écoutez, les gens, ils sont pas moches parce que ça leur plaît, c'est parce qu'ils sont pauvres. » Voilà. Et si vous faites ça, on vous pète la gueule. Vous comprenez?
Alors là, il y a deux choses. Hein. Donc tu allais donc à Grenoble pour filmer les moches. C'était donc ça le brief, les gens sont dans les moches. Bah non. Non, les gens ne sont pas moches. On a bien interviewé des militants pour discuter de la présidentielle, pour discuter de Jean-Luc Mélenchon, mais on n'a pas filmé des moches. Et d'ailleurs, si je voulais filmer des moches, j'aurais été au bureau, quoi. Je peux avoir des noms? À qui tu penses? Il rajoute qu'ils t'auraient dit qu'ils allaient te péter la gueule. Bon, déjà, s'il l'avait dit, je pense que tu me l'aurais dit. Ouais, mais non, ils ne l'ont pas dit. T'as discuté avec le staff? J'ai discuté avec les membres du service de presse et ils m'ont confié à ce moment-là qu'ils hésitaient en fait à nous accréditer sur cet événement, sur l'université d'été. Déjà en août. Et ils hésitaient à nous accréditer sur les prochains événements du Front de gauche pour la présidentielle. Et donc du coup, je leur ai demandé pourquoi. Ils nous ont dit parce que quand vous êtes là, on est obligé de vous surveiller. Voilà, c'est très bizarre. Et le problème, c'est que les seuls journalistes que le Front de gauche n'accrédite pas, ce sont les journalistes de Minute. D'accord, journal d'extrême droite. Oui. D'accord. Maintenant, lors de ce fameux meeting de Metz, donc c'était le 18 janvier, c'est encore toi qui as eu un souci avec Jean-Luc Mélenchon, on t'a bloqué à l'entrée d'une rencontre entre Mélenchon et un collectif de chômeurs. Mais dans une salle, pour des raisons qui nous appartiennent, nous n'avons pas voulu qu'ils s'amusent avec les gens qui étaient là. C'est vrai que ça te fait plutôt marrer, j'imagine, les chômeurs, les pauvres, ça te fait marrer? Non, ça ne fait pas rire, non. Ça fait marrer l'équipe en général ou Bah non, pas du tout, non. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a expliqué pourquoi, selon lui, on n'était pas de vrais journalistes. On a compris que c'était pas du journalisme. Le journaliste, il prend rendez-vous, il respecte. Là, vous voyez bien, vous n'êtes pas en train de me coller le micro sous le nez pour m'empêcher de parler. Bon. Oui, il est dans une émission, mais sinon en tournage, faut prendre rendez-vous? Non. Comment ça se passe en tournage? Quand un journaliste est accrédité... et tout ça pour les autres chaînes, hein, oui, pour tous les journalistes, tous les médias. Quand un journaliste est accrédité, dans une réunion publique, après un meeting, il peut interviewer les personnalités politiques comme il le souhaite, sans prendre de rendez-vous. Tout le monde TF1, France 2. TF1, France 2, Télé, BFM. Et nous, pareil. Et nous, pareil. D'accord. Merci, ma petite Saya, d'être venue et nous expliquer un peu tout ça sur le plateau. Et on est vendredi soir. T'as un petit tournage là ce week-end, tu vas faire quoi? Mais là, je vais filmer les moches. D'accord, super. Merci beaucoup, Saya. Et on espère qu'on n'en parlera plus. Et dans le cadre de la campagne et du temps de parole, Jean-Luc Mélenchon est le bienvenu sur le plateau pour parler d'autre chose. Nous sommes le jeudi 19 janvier 2012. Voici les titres de notre actualité. Pour nous rabibocher avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes allés le suivre hier en meeting et on a bien fait. L'accueil personnalisé nous a beaucoup touchés. La page spéciale Mélenchon, c'est dans un instant. Nicolas Sarkozy peut-il se relever d'une dégradation? Question sérieuse et réponse pas chiante. Avec Thomas Legrand, le Alain Duhamel du 21e siècle. Également au sommaire, le point Yo Mama de la semaine et aussi un chien hollywoodien et la relève du cinéma français. Mais on commence avec notre page spéciale. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé comme il se doit dans la presse d'extrême gauche. Voilà, dans l'Humanité. Ah non, pardon, c'est pas l'Huma, c'est Gala, excusez-moi. Mais il a aussi fait un grand déplacement en province, à Metz. Et étant donné que nos relations avec lui sont un peu orageuses, on y est allé gentiment. Le service de presse nous a communiqué le programme par mail. 16h45, rencontre avec un collectif de chômeurs et 19h30, meeting. Et regardez en haut, concernant le transport, ils nous disent « Ok, vous êtes accrédités, cependant nos moyens de transport sont complets. » Ne commençons pas à être parano. Nous y sommes allés donc par nos propres moyens. On s'est débrouillé et on était pile à l'heure. À 16h30, on était au Palais des Sports de Metz. Et voici le bus des journalistes qu'on aurait dû prendre, mais qui était complet. Sortie des journalistes et... Il y avait de la place? Oui, ouais, il y avait de la place. Pas mal de place. Des possibles? Oui. Ouais, il y avait tout le fond en fait. Il y avait, je sais pas, 15 places. Mais ne commençons pas à être parano, certainement un hasard. Direction les accréditations, tout se passe bien, badge, ok, et c'est parti pour la rencontre avec le collectif. Les médias rentrent à la queue leu-leu. Service des Mirabel, Libération. Oui. Au premier étage. Ok, merci. Et nous aussi ensuite? Non. Ah bon? L'école, il y a une école de journalisme. Voilà. On peut y aller? Merci. Non, un instant. Ah oui. Et on peut y aller, nous aussi? Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas le secteur du CCAD. Oui, allez, je crois, vient de passer. Oui, mais... Tous les autres médias? Oui, mais c'est comme ça. Écoutez, je sais pas. C'est normal. Bah, c'est comme ça. Ah, désolée, hein, excusez-moi. Et on doit filmer la rencontre avec le collectif et... Alors moi, je suis absolument pas au courant de l'organisation. Je peux rien vous répondre du tout. Mais ne soyons pas parano, certainement encore une erreur. En France, on ne refuse jamais l'entrée à une chaîne de télévision, surtout quand ils sont accrédités. Vous êtes de quel média? En fait, on est dans une école de journalisme. Attention, hein. Vous n'allez pas tous trouver du boulot. Hein. Non, nous on peut y aller aussi.
Bah, pas eux. Non, vous trouvez que c'est pas normal quand même qu'on puisse pas rentrer alors que tout le monde est rentré. C'est là-bas, il est là-bas. Vous souriez, c'est que c'est vrai. Vous trouvez que c'est pas normal. Oui, je comprends. C'est quoi, c'est un ordre que vous avez eu par qui? Là, on m'a dit, ma patronne m'a dit, personne ne rentre. Voilà. Il reste des journalistes là ou pas? Petit soldat. Oui, le petit journal. C'est drôle cette vanne et tout d'un coup. C'est pour ça que je viens. Pareil, madame, il y a François qui vient d'entrer. Ah bon? Ah bah c'est drôle ça aussi. Nous sommes donc les seuls à ne pas pouvoir rentrer dans la salle avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut y aller là? Deux personnes. Il faut qu'on ait filmé la rencontre aussi. Donc il faut mettre quelqu'un maintenant. Écoutez, là, je suis comme ça. Voilà, Il faut mettre quelqu'un à l'entrée. Mais tout le monde est rentré. Il nous faut deux personnes. Mais qu'est-ce que vous avez eu comme ordre? Je veux juste savoir ça. Écoutez, j'ai pas d'ordre, c'est comme ça. Après plus d'1 heure à attendre, nous appelons l'attaché de presse. Je vous appelle parce qu'on ne peut pas rentrer. Ben, on ne peut pas rentrer pour filmer la rencontre entre Jean-Luc Mélenchon et le collectif. Elle est plus filmée, mais tous les médias sont rentrés. Ah, vous voyez, on nous dit que c'est plus filmé. On était à 2 doigts d'être parano là. Hein. Mais le journaliste de France 3 ressort. Vous avez filmé la rencontre? Ouais. Ah ouais? L'attaché de presse m'a dit que c'était interdit à la presse. Ah bah, si, tout le monde était là. Tout le monde était là? Et vous appelez sans entrer. Non. Bah, c'est grave quoi. Vous avez tout filmé? Donc, Bien sûr, d'ailleurs, on ne comprenait pas pourquoi vous étiez pas là. Ah merde. Pourquoi nous on n'a pas le droit de rentrer? Pourquoi tout le monde va rentrer sur vous en fait? Bah écoutez, je sais pas. Il y avait pas que nous, comme il y avait Mirabel TV, il y avait des autres avec des caméras, il y avait le CI. Bon là on commence à être parano, vraiment parano, mais pile à ce moment-là on nous laisse entrer. Et j'ai juste une question, donc là qu'est-ce qui se déroule en fait? Là ça y est, tout est fini, là il est en pause de 18 à 19, il prépare son discours. Ah d'accord. Ouais. Sauf que tout est fini. 2 choses, soit, et c'est embêtant, le front de gauche qui défend la liberté de la presse nous boycotte délibérément, soit ils nous prennent vraiment pour des cons et ils veulent créer le buzz pour que l'on parle d'eux. Mais non, encore une fois, on est parano. Mais bon, manifestement, quand c'est bien cadré, ils nous autorisent à entrer. On a fait le point presse, voilà, et nous étions à la sortie et nous avons croisé Jean-Luc Mélenchon. Vas-y, Salia! Monsieur Mélenchon? Monsieur... Salut aux camarades. Monsieur Mélenchon? Monsieur Mélenchon? Monsieur Mélenchon? Monsieur Mélenchon, juste une petite question, bonjour pour le petit journal. Vous disiez que certains candidats comme vous avaient besoin de temps d'antenne. Ça va, Oscar? Oui. Et toi, tu es venu comment? Monsieur Mélenchon, je peux juste vous embêter 2 petites secondes? Bravo les gars. Vous disiez que certains candidats avaient besoin de temps d'antenne. Bien, Oscar. Monsieur Mélenchon? Passez par où? Bon, il y a un problème. Hein. Nous retrouvons en duplex de Metz notre journaliste Salia Braclia. Salut Salia, Yann. Ça va? Mais t'es où? Je te vois pas. Mais je suis là, tu me vois pas, j'ai le micro et j'ai un chapeau. Mais ça va? T'as pas bonne mine? Non? Bah ouais, tout le monde me dit ça, je pige pas, on me dit que je suis transparente. Bah oui, c'est bizarre ça, tu m'inquiètes. Salut Yann. Salut Salia. Bon, étant donné que nous avons quand même eu accès au meeting, et seulement au meeting, voici donc le sujet de Jean-Luc Mélenchon que le Front de gauche nous a autorisé à faire. Mercredi soir à Metz, le leader du Front de gauche a été accueilli avec ferveur par ses camarades. J'accueille maintenant Jean-Luc Mélenchon. Et on le sait pour notre grand leader, le rouge est la couleur de la lutte. Amis, camarades, compatriotes, le rouge est de retour. L'homme qui incarne à lui seul les valeurs de la gauche a clairement désigné notre adversaire, le capitalisme. Nous n'avons pas affaire à un homme. Nous avons affaire à un système qui porte en nom le capitalisme et nous voulons le frapper. Ce grand rassemblement s'est traditionnellement achevé avec l'Internationale, le chant du peuple de gauche. On demande alors que la porte, fermée et gardée, soit enfoncée. Elle tremble, mais ne s'ouvre pas. Nouvel échec et nouvelle colère de Jean-Luc Mélenchon, cette fois contre une députée de son camp. Regardez. Vous croyez que j'ai peur de qui ou de quoi? De rien. Enfoncez-moi cette porte. C'est des méthodes de voyous. T'as pas demandé ton avis. D'accord? Tu sais, pour faire ça, c'est pas la peine, hein. Tu feras. T'as pas demandé ton avis. D'accord? Tu sais, pour faire ça, c'est pas la peine, hein. Tu feras. Les Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel on aime tellement la révolution qu'on en guillotine les acteurs 2 fois. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler de J.R. Herbert. J.R. Herbert, vous connaissez pas J.R. Herbert?
Jean-René Hébert, voilà, bon, le révolutionnaire radical qui avait été guillotiné par Robespierre. Après, attention, je vous parle pas de la figure révolutionnaire en tant que telle, non, je vous parle du groupe de militants politiques de la France Insoumise. Et c'est là où vous allez me dire, bah, attends, mais j'en ai jamais entendu parler, moi, du groupe politique G.R. Herbert. Bah, c'est normal, inutile de vous rendre sur le site internet de la France Insoumise pour rechercher des informations, puisque ce groupe de militants politiques qui appartenait à la France Insoumise a été banni sans sommation, ce sont les termes employés par la hiérarchie, du site internet de Jean-Luc Mélenchon. Bon, en gros, pour résumer, ils ne sont plus considérés comme étant des militants du parti, même si eux se revendiquent toujours militants du parti. Et c'est là que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces méchants révolutionnaires, pour mériter un tel traitement? Eh bien, ils ont tout simplement organisé une conférence. Enfin, une conférence, une soirée débat en musique. Voilà, plus exactement. Hein, c'est-à-dire que c'était pas budget hologramme, il n'y avait pas Sofia Chikirou derrière pour balancer les billets. Et le thème du débat était le suivant, entrisme islamiste au sein du mouvement syndical. Vous avez compris où ça a commencé à couiller? Bah, dès l'instant où les gens ont lu le titre, en fait. En effet, comme le déclare l'organisateur de l'événement, leur première affiche a été arrachée et couverte par des pancartes de la Confédération Nationale du Travail. Alors, d'ailleurs, la Confédération Nationale du Travail, arrêtez l'escroquerie. Vous n'êtes pas une confédération nationale du travail. Quel est le rapport avec le travail? La réalité, c'est que vous êtes une fidèle des Antifas. Et puis, il faut le reconnaître. Et puis, ça se passera très bien. Dire, tout le monde le sait. C'est pas tabou. C'est pas tabou. En effet, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que Gérald Briand, qui porte très mal son nom et qui est accessoirement adjoint communiste à la mairie d'arrondissement, ne fasse tout un patatouin sur Twitter en disant « Quoi ? Vu dans le 18e ? Absolument hallucinant !» Ouais, mais faut le comprendre, le mec, il est adjoint communiste à la mairie, même pas, à la mairie d'arrondissement. C'est pour te dire à quel point le mec, en vrai, bon, il est dans un KGB avec un ordinateur IBM, et dans le réel, il est adjoint communiste. Il n'est pas France Insoumise. C'est-à-dire que lui, en politique, il se fait chier depuis Georges Marchais, à peu près. Donc, dès qu'il voit des nazis, dès qu'il voit un truc qui lui permet de buzzer, il saute dessus. Immédiatement, les messages de protestation ont commencé à apparaître, et ils venaient de l'extérieur du parti, en l'occurrence du CRI, qui s'est plaint. Le CRI, voilà. Vous connaissez le CRI? Ah! C'est des gens, ils crient, c'est leur boulot. Dès qu'ils voient une discrimination, ah! Ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas d'argument, donc ils sont restés à l'essentiel. En fait, le CRI, c'est la version Eco Plus du CRIF. C'est-à-dire, ils n'ont pas le F, ils n'ont pas la licence 4, ils n'ont pas le droit. Ils peuvent pas représenter la France, c'est réservé au peuple élu. Plus sérieusement, ça désigne la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Voilà, c'est en fait une sorte de sous-filiale du CCIF, mais en plus radical. Et si je dis en plus radical, c'est qu'à en croire le chef du mouvement, Youssef Hadi, c'était pas vraiment des pressions, hein, c'était plutôt des menaces. Youssef Hadi, voilà, c'est comme hadith, mais sans la fin. En fait, c'est le leader du mouvement. Il s'appelle Youssef Hadi. C'est lui, le dangereux islamophobe, raciste, anti-arabe. Exactement. C'est quoi? Et alors? C'est pas parce qu'il est arabe qu'il n'a pas le droit d'être anti-arabe? S'il a envie de s'enfiler une bouteille de verre pilé dans le fion tous les matins en chantant des chants à la gloire de Netanyahou, il fait ce qu'il veut. Après, heureusement, les militants de gauche ont pris le relais pour dénoncer ce véritable scandale. Je parle des véritables militants d'extrême gauche, non affiliés à Jean-Luc Mélenchon. À Paris, un groupe de la France Insoumise organise une soirée sur l'entrisme islamique dans le mouvement syndical. Nouvelle preuve de la dangereuse dérive de ce mouvement. Une réaction, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Manuel Bompard, Manuel Obono? Oui, parce qu'en fait, ça c'est la nouvelle gauche, c'est-à-dire qu'ils combattent le fascisme par la dénonciation. Il faut s'adapter à l'époque. D'ailleurs, je te précise, camarade, si je puis m'exprimer, qu'à la base, la conférence n'était pas sur l'entrisme islamique, comme tu l'écris, mais sur l'entrisme islamiste. Preuve en est que tu déformes volontairement le propos initial, afin, bien évidemment, de faire un amalgame entre toute personne qui s'interrogerait sur le fondamentalisme religieux et l'islam en général. Non, sans déconner, les gars, ça vous semble pas logique qu'aujourd'hui, des organisations terroristes internationales, qui l'ont formulé elles-mêmes dans des entretiens à des médias, tentent de l'entrise dans la vie politique française? Vous pensez que les mecs ils vont monter des partis islamistes visibles à la gueule de tout le monde? On n'est pas en Angleterre, je veux dire, ça marche pas comme ça. Et donc ils ont tenté de faire une stratégie parce que les mecs sont pas cons. Ah! Si on infiltrait les structures politiques qui existent déjà, ce serait peut-être plus simple que de partir de 0 copec tous à poil dans une cave, non? Du coup, les organisateurs ont dû rétro-pédaler, ils ont quand même voulu tenir leur conférence, mais ils ont renommé cette conférence sur le communautarisme dans le mouvement syndical. Donc là, je pense que c'est bon. Bah non. En effet, quelques jours plus tard, ils reçoivent directement un petit message de Manuel Bompard, le patron, qui leur dit « Abandonnez la réunion, rentrez dans les rangs ».
Mais les organisateurs ne lâchent pas l'affaire et décident de maintenir leur réunion sur le communautarisme. Malheureusement, la sanction est immédiate, le coup près tombe, ils sont radiés purement et simplement de la France Insoumise, avec les félicitations de notre ami Gérald Briand, qui porte toujours aussi mal son nom. Le ménage a été fait. Bien. Et voilà, Jean-Luc Mélenchon, ce qui se passe quand on reproduit l'erreur typique de la gauche de ces dernières années, vouloir ratisser large en faisant des concessions sur sa propre ligne politique afin d'essayer de ramener des gens et des minorités afin d'espérer combler ces 600 000 qui te manquent pour accéder à la présidentielle. Non, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas en faisant régner la terreur à l'intérieur de ton parti pour qu'on n'aborde pas certains sujets politiques qui sont pourtant des sujets qui devraient être abordés par tout parti politique sérieux qui veut être crédible en tant que force d'opposition dans ce pays. Ce n'est pas en faisant justement l'omerta sur ces sujets-là afin d'essayer de ne choquer personne et de gratter les voix de 2 SJW, 3 Antifa et 4 Barbus que tu arriveras à gagner l'élection présidentielle française. C'est en étant solide sur tes bases et sur tes fondamentaux. Et je te rappelle qu'au vu de ton parcours politique et de ton expérience personnelle, ton fondamental devrait plutôt être le respect strict et absolu de la laïcité que la concession vis-à-vis du communautarisme. Et encore moins la censure. Donc du coup, Jean-Luc, quand tu auras 2 minutes, tu penseras faire un petit coup de Karcher sans vouloir être méchant ni déplacé dans les appellations. Hein, quand tu seras revenu de la manif des Gilets jaunes, parce que je pense que tu vas y être samedi, hein, vu que pour la récup, ça a l'air bien parti. Je pense porter d'une certaine manière la voix des Gilets jaunes. Voilà, donc les Gilets jaunes... C'est moi! Donc voilà, encore une fois, arrêtez d'essayer de faire de l'entrisme. Toute la clique de bras cassés d'ailleurs, hein, c'est valable pour tout le monde. Donc le principe, c'est que comme disait Manuel Bompard, hein, vous abandonnez la manifestation et vous rentrez dans les rangs. Merci. Jean-Luc Mélenchon annonce à l'instant qu'il sera sur les Champs-Élysées samedi. Votre réaction? Ma réaction, c'est de dire tous ensemble, nous n'avons plus besoin de vous. Surtout pas. Il y a des gens qui essayent de me récupérer en ce moment. Ah oui? Ouais, bah oui. Ah ouais. Qui, Mélenchon? Non, Béluche, je l'ai rencontré. J'ai une anecdote pour ça, je vais vous la donner. Ah. Je fais Bourdin. Écoutez bien, hein, c'est marrant. Je fais Bourdin, ça se bien, etc. Je retourne au maquillage. Je rencontre Jean-Luc, que je connais depuis, etc. Déjà, il fait celui qui me reconnaît pas. Ah. Ça m'énerve un peu. Ouais. Donc, étant un petit peu taquin et impertinent, je lui fais donc la bise sur son maquillage. Il a pas aimé. Mais après, il dit, ah si, ouais, je me souviens de toi, t'es le mec qui était dans l'Essonne. Et il a dit quelque chose, je te jure que c'est vrai. Et il y avait un témoin qui s'appelle Éric Brunet. Je connais Éric Brunet, d'accord, qui était là, donc il pourra pas dire que c'est pas vrai. Il dit, t'es le seul mec que j'ai pas pu acheter. Ah ouais? Ouais. D'accord. Politique. Moi, je veux te dire, rien que ça, j'en étais fier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas vendable, et je suis pas achetable. Jean-Luc Mélenchon, vous avez publié très récemment un pamphlet que vous avez sobrement titré « Réponse au discours de Nicolas Sarkozy » que vous allez nous dédicacer à chacun après l'émission. Nicolas Sarkozy, chanoine de Latran, vous expliquez que derrière les déclarations assez conciliantes, trop conciliantes du chef de l'État sur le rôle positif des religions, il y a une vraie volonté de provoquer, d'encourager un choc des civilisations. En fait, vous le bouchisez un peu. Ah, c'est lui qui se bouchise tout seul. J'ai fait réplique au chanoine de Latran. C'est un discours, une conférence que j'ai été prononcée au siège du Grand Orient de France, rue Cadet. D'abord, le parallélisme m'amusait, pardon la mégalomanie. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres. Voilà. Alors, le président Sarkozy... Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. Vous ne considérez pas que ça doit être public?
l'appartenance à la franc-maçonnerie doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Moi, je suis élu de tous mes concitoyens. Mais si on vous demande. Pardon ? Mais si on vous demande. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait pas pipoliser. Moi, j'aime pas faire des réponses de cette nature parce que, vous savez, une fois, j'ai été trotskiste 3 ans et je me suis payé 30 ans de notule ex-trotskiste. Donc, si un jour je dis je suis franc-maçon, on va marquer franc-maçon ex-trotskiste. Et si je dis non, je ne le suis pas, on va pas marquer n'est pas franc-maçon, mais on me retrouvera au carrefour suivant. Oui, c'est arrivé à Michel Field sans dommage pour sa carrière, hein, notule ex-trotskiste. De quoi ? D'avoir dans sa notule oui, mais mais c'est terrifiant parce que lui est journaliste, moi je suis homme politique, je ne suis pas trotskiste. Je suis idéologiquement un républicain socialiste, donc ça m'ennuie de toujours être envoyé à... Mais je ne veux pas me renier, je ne renie pas ma jeunesse. Cela dit, quand on écoute votre discours, vos mots, la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'exprime, ses références, il y a un tropisme maçonnique presque, non ? Oui, clairement, je suis très lié au courant des Lumières, ça c'est clair. Pour moi, c'est tout le reste est une intendance. La politique est une intendance de cette adhésion intellectuelle au siècle des Lumières et à l'idéal de l'émancipation de la personne humaine, émancipation radicale, culturelle, etc. Alors là, Xavier Bertrand a révélé récemment qu'il appartenait à la maçonnerie. Un peu contraint et forcé par l'Express. Oui, mais enfin il l'a fait. Et donc, est-ce que vous partagez la façon dont il l'a fait, ou en tout cas vous inciteriez les élus à le faire ? Comment vous réagissez ? C'est pas mes affaires, je m'y intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la question que vous m'avez posée d'abord. D'accord, mais c'est quand même un peu paradoxal, parce que la maçonnerie... Non, mais on parle de quoi ? Du discours de Sarkozy ou de la maçonnerie ? C'est pas le même sujet. On y viendra. Mais c'est important, puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction, et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par ce socle de conviction que vous êtes allé défendre au Grand Orient, vous avez pris la symétrique de ce qu'avait fait Sarkozy au Vatican. Donc c'est pas complètement de la vie privée, c'est un engagement intellectuel. Non. Attendez, mais contentez-vous de ma parole, de ce que j'écris. Pourquoi éprouvez-vous le besoin absolu de me situer par rapport à Pierre-Paul Jacques, la maçonnerie et tout ? Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Parce que je faisais un discours qui était une réplique au chef de l'État. Je prends très au sérieux la République, ses institutions, ceux qui les incarnent, même s'ils ne sont pas de mon avis. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Le reste, ça me regarde pas. On ne vous demandera rien de plus, Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous parlez d'un monde post-idéologique. Non, je me défile pas, j'essaie d'expliquer. C'est un honneur pour moi d'être devant vous. Vous le savez bien. Je suis uni à votre histoire par d'innombrables liens. Et je sens ce qui m'unit à vous, quelles que soient les circonstances. J'ai envie, après vous avoir écouté, de rappeler des propos que j'ai tenus au convent du Grand Orient de France, en citant Thomas Mann dans La Montagne Magique. La franc-maçonnerie n'a jamais été apolitique, et si elle a cru l'être, elle s'est trompée sur sa nature. Si, mais j'ai une question de Christiane dans l'Ardèche, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi rester chez les francs-maçons si ce n'est pour des voix ? Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société.
C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Bon, je vais bien y répondre. Pourquoi pas, Jean-Luc Mélenchon? Vous avez dit, je suis franc-maçon. Non, moi je n'ai rien dit, Monsieur Bourdin. Je suis un homme discret et je ne veux pas que mes opinions philosophiques ou religieuses soient mises sur la table, car un élu doit représenter tout le monde. Maintenant, la question qui est posée sur la franc-maçonnerie, mais je ne veux pas parler de mes convictions philosophiques ou religieuses personnelles. Un jour, vous me demanderez si je suis stoïcien. Ceux qui nous écoutent n'ont pas les instruments. Pourquoi ne pas le dire? Mais attendez, mais je n'ai pas de... Pourquoi? Vous êtes juif, vous, Monsieur Bourdin? Non. Bon, eh ben, vous voyez le côté odieux de ma question. De quel droit vais-je vous demander votre religion, Monsieur Bourdin? Eh bien, la maçonnerie est pour certains une philosophie. C'est une religion, une sorte de religion familiale. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Et que va-t-on déduire de tout ça? Ce que je voudrais dire maintenant, c'est la chose suivante. Ne perdez pas de vue ce que ce courant a représenté dans l'histoire des idées et de la fraternité, de la liberté et de l'égalité dans notre pays. Voyez-vous, c'est le courant des Lumières. C'est lui qui a lutté contre l'obscurantisme. Monsieur, chaque fois que vous chantez la Marseillaise, le chant de notre patrie républicaine, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Si vous chantez l'Internationale, vous chantez un chant écrit par un franc-maçon. Lorsque vous aimez la Commune de Paris, si vous êtes de gauche, vous devez vous souvenir que la moitié du Conseil des communards de Paris était franc-maçon et que tout le monde a été fusillé. Vous devez vous rappeler que les nazis ont ramassé le fichier des francs-maçons et déporté tout le monde. Et vous devez vous souvenir que ces gens ont tout au long de l'histoire pâti pour leurs idées. Alors, qu'il y ait des faiblesses humaines, il y a dans tout groupe humain des faiblesses humaines. Certaines sont hautement condamnables. Mais cela ne justifie pas qu'on en parle de manière aussi injurieuse ou que l'on aille faire de l'inquisition pour savoir qui est quoi. Respectons-nous les uns et les autres en respectant la vie privée de chacun d'entre nous. Je suis un homme qui a une activité publique, mais je suis un homme privé. Ma conviction privée, je le dis, je suis stoïcien. J'appartiens au courant des Lumières. Et maintenant, ceux de nos auditeurs qui veulent savoir de quoi tout ça retourne, courent à leur dictionnaire et alors à leur bouquin. Alors là, c'est Corentin Torres. Monsieur Mélenchon, ma question est peut-être un petit peu futile, mais elle me trotte dans la tête depuis quelque temps. Quelle signification a le symbole phi pour vous? Pourquoi l'avoir choisi comme symbole de cette campagne? Bon, alors je vous raconte l'histoire vraie. J'ai déjà répondu, mais je le refais parce que c'est bien, comme ça permet de bien faire connaître l'idée. On cherchait un symbole qui résume nos slogans, notre manière d'être. Les partis traditionnels ont souvent un symbole. Par exemple, le Parti communiste, son symbole, c'est la faucille et le marteau. C'est quelque chose qui vient de loin. Le Parti socialiste, il a comme symbole le poing et la rose. Maintenant, le Front National a comme symbole une rose bleue qu'ils ont empruntée aux socialistes avec une espèce de tige qui est une dalle mortuaire. Enfin, tous les partis ont un symbole, et à quoi ça sert? Il est un symbole, souvent le symbole doit un peu résumer l'état d'esprit de ce parti, mais surtout c'est très utile parce qu'on les met sur les bulletins de vote, et ça permet aux gens de se repérer en voyant le symbole. Alors évidemment, il va y avoir un symbole qui veut dire quelque chose, parce que sinon on ne le retient pas. Donc, sur les bulletins de vote, il y a des symboles. Nous cherchions un symbole. Et en discutant, on a fini par en trouver un qui n'était pas celui que moi je proposais, mais on est parti de l'idée toute bête que France Insoumise, ça faisait FI, Phi. Et il y a une lettre grecque qui fait le Phi. C'est la lettre que vous voyez sur nos affiches. Alors, on a trouvé que c'était une idée géniale parce que, bon, la lettre Phi en grec, bon, c'est de la Grèce qu'est née la démocratie en Europe. Hein. Deuxièmement, le Phi, c'est le Phi de philosophie. Sophia, le savoir, en grec. Et bon, c'est un bon symbole, parce que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Bon, ça donne l'idée qu'on réfléchit à ce qu'on fait et qu'on fait le choix de la sagesse. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est l'idée qui compte. Et puis enfin, dernier élément, le phi, il se trouve que c'est la lettre qui correspond à un chiffre qui est la proportion harmonieuse dans la nature. Alors ça, c'est très étrange à savoir, mais c'est la vérité. Il y a une proportion, c'est 1,61,
qui est présente dans la nature. Et lorsqu'on est sur cette proportion, par exemple, vous prenez ça s'appelle le nombre d'or. Vous prenez une série de photos, une série de dessins, ce que vous voulez, vous le présentez aux gens, et statistiquement, le plus grand nombre va choisir les tableaux, les dessins, les photos qui sont organisés au nombre d'or. Parce que l'œil, comme l'esprit, va à ce qui lui paraît harmonieux. Donc la lettre phi renvoie à cette idée d'harmonie. Et évidemment, l'harmonie, pour nous, la France Insoumise, dans notre programme, c'est d'abord l'harmonie du rapport de l'homme à la nature, de l'être humain à la nature, mais aussi dans les relations entre les êtres humains. L'égalité est plus proche de l'harmonie que la violence de la domination des uns sur les autres. La domination des uns sur les autres, ce n'est pas l'harmonie, c'est la violence. Voilà pourquoi cette lettre et ce symbole nous ont paru si importants. Si vous regardez bien le dessin, on fait phi comme ça, vous savez. Donc au début, vous posez le doigt. Donc vous voyez, c'est un peu plus gros le trait. Puis après, vous tournez et ça fait phi. Tous ceux qui ont fait leurs études jusqu'à la classe de terminale ont une fois dans leur vie au moins écrit phi, parce que c'est pour signaler qu'il y a le cours de philo, vu que tout le monde fait de la philo en classe terminale, sauf dans l'enseignement professionnel, où on fait une autre activité, qui est l'enseignement civique, juridique et social, que j'y ai installé du temps où j'étais ministre de l'enseignement professionnel. Voilà la lettre phi et son symbole.